Aujourd'hui, nous décortiquons ensemble ce plan minutieusement élaboré pour faire craquer les automobilistes et comprendre les vrais enjeux derrière cette pression constante. Et surtout, révéler les clés pour résister intelligemment. Parce que oui, il existe encore des solutions pour qui refusent de céder aux sirènes du tout électrique imposées d'en haut. Commençons par rétablir quelques vérités techniques. Comment expliquer qu'un diesel de 2008 reste plus fiable qu'un modèle de 2024 ? Contrairement au discours ambiant, la mécanique des anciennes n'est pas du tout dépassée. Le mythique Volkswagen 1,9 litre TDI de 90 à 110 chevaux, développant environ 235 Nm, reste aujourd'hui d'une robustesse exemplaire. Son injection moins pointue et l'absence totale d'AdBlue, cette gigantesque arnaque qui ruine les moteurs modernes, en font une mécanique d'une simplicité désarmante. Observons les PSA 2 litres HDI 8 soupapes ou les Toyota 1,4 litre D4D. Faible complexité et longévité élevée et coût d'entretien maîtrisé. Ces mécaniques traversent les années sans faiblir, là où leurs remplaçants modernes multiplient les pathologies inédites. Les atmosphériques essences de l'époque restent des références absolues. Les Toyota 1,3 litre et 1,5 litre VVT-i développant 87 à 110 chevaux offrent une fiabilité légendaire. Les Honda 1,6 litre SOHC VTEC de 110 à 125 chevaux ou encore les Renault 1,4 litre 16 soupapes de 98 chevaux présentent des atouts majeurs. Chaîne ou courroie de distribution simple et diagnostic embarqué sommaire et surtout compatibilité E85 après installation d'un boîtier homologué. Ces mécaniques acceptent parfaitement le bioéthanol, ce carburant 100% français que le gouvernement a failli assassiner fiscalement en octobre dernier. La conversion transforme une ancienne en championne de l'économie énergétique, avec une division par 2 de la facture carburant, malgré une surconsommation de 20%. La fiabilité réelle de ces moteurs contraste violemment avec les pathologies chroniques des motorisations récentes. Les essences atmosphériques multipoints voient parfois leurs bobines et capteurs vieillir, mais le coût de remise en état reste dérisoire comparé aux réparations modernes. Prenons un exemple concret révélateur. Un PSA 2 litres HDI de 2008 consomme 5 litres au 100 km et parcourt 300 000 km sans broncher. Son remplaçant moderne nécessite de l'AdBlue et un FAP fragile et une chaîne humide défaillante et coûte plusieurs milliers d'euros de réparation avant 100 000 km. Voilà l'excellence du progrès révélé. Le véritable coup près aujourd'hui, c'est le contrôle technique durci. Un témoin moteur allumé équivaut désormais à une contre-visite automatique. Les seuils d'opacité diesel ont été abaissés et la cohérence OBD vérifiée systématiquement. Ces nouvelles exigences, issues de la directive européenne 2014-45/UE, ont été transposées par l'UTAC OTC entre 2019 et 2024. Elles visent clairement à compliquer la vie des propriétaires d'anciennes. Mais pourquoi cet acharnement contre des véhicules parfaitement fonctionnels ? Voici le cœur du problème. Ce n'est absolument pas l'état réel des véhicules qui dicte leur fin programmée, mais bien une stratégie politico-administrative minutieusement orchestrée. Les zones à faibles émissions, rendues obligatoires dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants par la loi Climat et Résilience de 2021, utilisent la vignette critère comme outil de segmentation administrative. Cette classification, créée par l'arrêté du 21 juin 2016, permet de bannir ciblément les véhicules selon leur âge et indépendamment de leur état réel. Les contrôles automatisés par lecture de plaques ANPR transforment chaque déplacement urbain en roulette russe administrative. Une amende de 68 € attend au moindre franchissement de périmètre interdit, et ces zones s'étendent inexorablement. Paris bannit déjà les critères 4, soit les essences d'avant 2006 et les diesels d'avant 2011. Lyon et Marseille et Toulouse suivent le mouvement, avec des calendriers de durcissement programmés jusqu'en 2030. 68 € d'amende pour rouler avec un véhicule en parfait état. Où est la logique ? L'arsenal ne s'arrête pas là. Le contrôle technique durci multiplie les motifs de contre-visite. Opacité diesel abaissée à des seuils quasi inatteignables pour les anciennes, et vérification systématique de l'OBD et du témoin 1000 et hausse mécanique du taux d'échec. Le coût de remise en conformité explose et pousse au renoncement les propriétaires aux revenus modestes.
Les quotas de flotte imposés par la loi d'orientation des mobilités aspirent les budgets d'entreprises vers l'électrique massivement subventionné. L'Écoscore, cette prétendue boussole écologique inventée à Bruxelles, oriente artificiellement les choix vers les véhicules électriques, en manipulant les critères de comparaison. Les gestionnaires de flotte se retrouvent contraints d'acheter selon les critères de l'Union européenne, plutôt que selon leurs besoins réels. Cette transition forcée inonde le marché de l'occasion de véhicules récents, bradés, et crée une concurrence déloyale qui tue mécaniquement la demande pour les anciennes. Quand une entreprise renouvelle sa flotte tous les 3 ans pour respecter ses obligations écologiques, elle rejette sur le marché des véhicules quasi neufs, qui cannibalisent la cote de l'occasion traditionnelle. Le millefeuille normatif rend l'usage urbain de plus en plus impraticable. Malus CO2 et malus au poids grèvent l'achat de tout véhicule thermique neuf. Stationnement différencié pour les SUV et radar anti-bruit en préparation, et circulation différenciée lors des pics de pollution. Chaque nouvelle réglementation resserre les taux autour des propriétaires d'anciennes. L'objectif reste transparent, rendre l'usage si compliqué et si coûteux et si anxiogène que les automobilistes finissent par craquer. Peu importe qu'une Clio 1,2 litre consomme moins qu'un SUV électrique de 2,5 tonnes. Peu importe qu'elle soit réparable dans n'importe quel garage de campagne, quand la Tesla nécessite un centre agréé à 100 km. Cette logique révèle sa vraie nature, ni technique, ni environnementale, mais purement dogmatique et financière. Revenons aux faits techniques concrets. Une citadine atmosphérique des années 2000 présente objectivement moins de risques à long terme qu'une compacte récente, downsizée avec turbo et injection directe. Ces nouvelles mécaniques développent des pathologies inconnues sur les anciennes, LSPI, Low Speed Pre-Ignition, et dépôt sur soupape d'admission, et FAP essence capricieux. La course à la réduction des émissions CO2 a produit des moteurs, certes conformes sur le papier, mais d'une complexité et d'une fragilité inédites. Un diesel de l'époque, comme le PSA 2 litres HDI 8 soupapes, consomme entre 4,5 et 6 litres 100 km sur route. Il peut encaisser 300 000 km sans broncher avec un entretien suivi. La conversion E85 transforme une ancienne atmosphérique en championne de l'économie énergétique. Malgré une surconsommation de 20 à 25%, le prix du bioéthanol divise la facture carburant par 2. 729 € d'économie annuelle moyenne selon les dernières études du syndicat national des producteurs d'alcool agricole. Contrairement aux véhicules électriques d'entrée de gamme, dont la valeur s'évapore en quelques années, une ancienne bien entretenue conserve sa cote, voire se revaloriser dans certains cas. Cette durabilité contraste violemment avec l'obsolescence programmée des électriques. Une Renault Zoé de 2020, vendue 33 000 € hors bonus, se négocie aujourd'hui entre 8 et 12 000 €. Perte de valeur de 60% en 4 ans. Pendant ce temps, une Toyota Yaris 1,3 litre VVTi de 2005 maintient sa cote autour de 4 000 € avec une mécanique capable de tenir encore 100 000 km. Derrière cette pression réglementaire se cache un business model très lucratif. Forcer le renouvellement du parc automobile. Les constructeurs ont compris que la fiabilité excessive nuit aux ventes. Pourquoi fabriquer des voitures qui durent 30 ans quand on peut créer un cycle d'obsolescence de 5 à 7 ans? L'électrification forcée sert parfaitement cette logique. Les batteries lithium-ion vieillissent inéluctablement et perdent de l'autonomie et nécessitent un remplacement coûteux. Les logiciels embarqués deviennent obsolètes et les mises à jour OTA cessent et les serveurs constructeurs ferment. Regardons le désastre Fisker, des véhicules quasi neufs devenus inutilisables du jour au lendemain après la faillite du constructeur. Aucun garage indépendant ne peut réparer ces iPads sur roues, contrairement au fidèle diesel de 2008. Les nouvelles normes Euro 7, qui entrent en vigueur progressivement, imposent des contraintes inédites. Particules de frein et de pneus et durabilité doublée. Des systèmes anti-pollution et coûts additionnels de 130 à 450 € par véhicule. Ces exigences visent clairement à rendre la conception de véhicules thermiques si complexe que les constructeurs abandonnent d'eux-mêmes. Parallèlement, les objectifs CO2 de l'Union européenne, selon le règlement 2019-631, fixent une trajectoire impossible. 95 grammes par kilomètre en 2021 et 93,6 en 2025 et 0 g en 2035. Face à cette stratégie d'éviction programmée, plusieurs voies de résistance s'ouvrent aux automobilistes lucides. D'abord, choisir judicieusement sa zone de résidence.
Hors des métropoles soumises aux ZFE, les anciennes conservent leur légitimité et leur valeur d'usage. Les zones rurales et périurbaines offrent encore une liberté de circulation totale avec des coûts d'entretien dérisoires dans les garages de proximité. Miser sur les bonnes mécaniques. 3 familles sortent clairement du lot. Les essences atmosphériques multipoints, Yaris 1,0 litre à 1,3 litre, Clio 2 et 3, 1,2 litre à 1,4 litre et Mazda 2 1,3 litre offrent simplicité et compatibilité E85 via boîtier homologué. Les diesels Preadi Blue, 1,9 litre TDI VAG et PSA, 2 litres HDI 8 soupapes, et Toyota 1,4 litre D4D allient frugalité et couple généreux avec des pièces détachées abondantes. Les utilitaires légers Euro 3 et 4 Partner et Berlingo et Kangoo DCI, sécurisés, gardent leur robustesse légendaire pour les artisans refusant les contraintes urbaines. Ces véhicules professionnels bénéficient souvent de dérogations temporaires dans les ZFE et restent incontournables pour l'économie locale. L'entretien préventif devient crucial pour maintenir ces mécaniques en vie. Un diesel ancien exige des vidanges rapprochées et un nettoyage régulier de la vanne EGR. Et surtout, l'usage d'un carburant de qualité. Les essences atmosphériques demandent peu, filtres et bougies et courroies de distribution selon le kilométrage. Cet entretien simple, réalisable dans n'importe quel garage rural, coûte une fraction du diagnostic électronique d'un véhicule récent. L'infrastructure électrique reste défaillante malgré les promesses. Jusqu'à 20% des bornes publiques restent hors service ou en maintenance, avec des délais de réparation de plusieurs semaines. Le coût de recharge publique flambe et dépasse parfois le prix du plein essence sur autoroute. La hausse de la TVA sur l'électricité au 1er août 2025, passage de 5,5% à 20% sur l'abonnement, renchérit encore la facture des électromobilistes. Cette réalité contraste avec le discours lénifiant des médias mainstream. Les rappels catastrophiques sur véhicules électriques restent discrets. Plus de 140 000 Mini rappelés fin 2024 pour risque d'incendie de batterie et 15 722 Renault 5 et Alpine A290 pour défaillance onduleur. L'effondrement des ventes Tesla en Europe, moins 60% au Royaume-Uni et moins 55% en Allemagne en juillet 2025, passe sous silence. Les constructeurs eux-mêmes reculent face à cette réalité. Porsche abandonne ses objectifs 80% électriques d'ici 2030 et déclasse 1,8 milliard d'euros d'investissement électrique. BMW annonce ne jamais abandonner complètement les moteurs thermiques. Suzuki renonce au full hybride sur Vitara et S-Cross et retourne au mild hybride, jugé plus pertinent. Même les Japonais, maîtres de l'hybridation, tempèrent leurs ambitions électriques. L'industrie automobile allemande illustre parfaitement les ravages de cette transition forcée. Volkswagen, symbole de la robustesse mécanique européenne, sombre dans une crise existentielle. Plus de 400 000 véhicules rappelés en 2024-2025, souvent pour des risques d'incendie liés aux nouvelles technologies. L'Atlas et l'Atlas Cross Sport voient leur cache moteur fondre et obligeant VW à le supprimer, purement et simplement. Audi enchaîne les misères. 89 417 Q5 avec des vis de culasse mal serrées, causant fuite d'huile et feu potentiel. 93 196 électriques dont les câbles de recharge surchauffent. Pour le Q5 hybride, ordre de ne plus recharger. Merci, les batteries défaillantes imposées par Bruxelles. Porsche n'échappe pas au naufrage. Le Taycan rappelé 4 fois pour incendie de batterie et la Macan électrique déjà boguée avec caméra et logiciel défaillants. 35 000 emplois supprimés chez VW d'ici 2030 et capacité réduite de 734 000 unités et fermeture d'usines historiques. Face à ce naufrage européen, les constructeurs japonais démontrent qu'une autre voie existe. Toyota réalise un bénéfice record de 36,42 milliards de dollars, 3 fois supérieur à tout constructeur chinois, en privilégiant la diversification technologique. 74% de ces ventes européennes sont électrifiées, mais via des hybrides pragmatiques, pas des électriques purs vulnérables. Cette stratégie multivoie inclut les carburants de synthèse, et l'hydrogène, et les biocarburants, et les thermiques efficients. Honda suit la même logique avec ses Civic et Accord et CR-V hybrides, atteignant 49 à 52 miles par gallon sans angoisse d'autonomie. Face au totalitarisme vert et à ses normes liberticides,
Ces anciennes sont plus qu'un moyen de transport. Elles sont un symbole de résistance et un acte de patriotisme industriel. Garder ces anciennes et les entretenir et les convertir à LE85 et les défendre contre l'arbitraire administratif, c'est un droit le plus strict et un devoir envers les générations futures. L'histoire jugera qui avait raison, ceux qui ont cédé aux sirènes du tout électrique imposé ou ceux qui ont maintenu vivante la flamme de l'automobile libre et durable.